Écrire un roman, c'est un projet de vie. C'est de la fouille, c'est du temps de recherche. Et cumuler ça avec votre profession, quel temps vous trouvez vraiment pour vous consacrer ici ardemment à l'écriture? Merci, Monsieur Tossavi. Merci pour cet honneur que vous me faites. Merci pour cette opportunité que l'Institut français m'offre pour me présenter au public. Est-ce que le micro est ouvert? Certains me connaissent de nom, certains me connaissent physiquement aussi. Mais pour un écrivain, il faut toujours aller vers le public. Et je vous remercie. C'est une passion pour moi. Je suis resté longtemps dans l'ombre à réfléchir. Et comme l'écriture dure plus longtemps que la parole, l'écriture est moins corruptible que la parole. J'ai à un moment donné pris le courage de transcrire les émotions de nos peuples à travers mes romans. Vous savez, la littérature, c'est un grand champ. Et ce qui est bien dans la littérature, c'est la liberté de l'esprit. Tout à fait. Et même si vous êtes privé de votre liberté physique, l'esprit est libre et vous pouvez écrire beaucoup de choses. D'ailleurs, l'expérience a montré à travers l'histoire que les grands écrivains sont ceux-là qui ont fait la prison. Depuis que j'étais étudiant, j'avais cette envie d'écrire, mais il manquait assez de maturité parce que c'est vrai, j'ai un bac littéraire, mais je n'ai pas fait les lettres modernes. Et quand j'étais enfant, j'ai écouté beaucoup d'histoires auprès de nos parents, beaucoup. Vous savez, en ces moments-là, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de moulin à maïs, il n'y a pas de décortiqueuse. Donc lorsqu'on ramène les produits des champs, donc c'est la nuit qu'on devrait passer à décortiquer l'arachide, à décortiquer le maïs. Et ça, pour nous garder éveillés, les parents avaient cette habileté à nous raconter des histoires. Et chaque nuit, on avait la possibilité d'écouter plus de 50, 60 histoires de personnes différentes. Et mon papa, il avait cette habileté, lui seul, de faire plus de 50 histoires. Donc, je n'ai pas de difficulté quand je me mets. C'est pourquoi quand je n'ai pas de temps, je ne me mets pas devant l'ordinateur. Lorsque je dis, bon, je vais faire quelque chose juste pour 1 heure de temps, je vais passer 3 heures, 4 heures sans le savoir, parce que les idées viennent seulement. Voyez? Très bien. Et donc, pour écrire, j'ai un bon cœur. J'ai un bon cœur à l'hôtel. Un grenier à l'hôtel du Lac. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas la lumière du soleil. Donc, lorsque je me mets dans cette tanière-là, voilà, dans cette tanière à écrire, vraiment, j'aime vraiment. Et quand ma tête chauffe un peu, je sors, je viens sur notre terrasse, la terrasse de l'hôtel du Lac, pour ceux qui connaissent. Donc, je prends une bonne respiration, un bon air marin, et je retourne. Vous voyez? Donc, écrire est facile, c'est passionnant pour moi. Je peux écrire à tout moment et je peux écrire sur tous les sujets. Très bien. Et vous disiez tout à l'heure que qu'il n'y avait pas de maturité dans ce que vous écriviez il y a longtemps. Tout à fait.
À partir de quel moment vous avez décidé pour dire, bon, je vais commettre mon premier livre parce que j'estime que ce que j'ai écrit là maintenant mérite d'être lu, écouté par des auditeurs? À quel moment précisément? Puisque la première publication remonte à 2021. Il faut dire que j'ai lu quelque part que quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Voyez-vous? Donc, sur mon parcours, Dieu m'a mis en contact avec des esprits, avec des personnes très douées qui m'ont appris à mieux analyser la vie. Et j'en ai connu de Béninois comme d'étrangers. Et ils ont façonné mon esprit. Et c'est grâce à ça que quand je commence, par exemple, quand j'ai enseigné quelques années au CGB Gamin en tant que professeur de français ou d'histoire géo, la vie m'a mis en contact avec un monsieur, un Libanais, en l'occurrence, et il avait le niveau de 3e. Il a étudié jusqu'en 3e. En ce moment, moi, j'avais déjà le niveau de maîtrise. Et quand on a commencé par travailler ensemble, quand il me dit d'écrire une lettre, il peut corriger ça 10 fois. Mais il avait le niveau 3e. Le Libanais. Oui, il dit, Fousseni, ce que tu as écrit ici, ça ne se dit pas en affaires. Dans les négociations, on n'utilise pas tel terme. Reprends-moi cette lettre. Fais-moi 3 types de lettres avec la même idée. Voyez? Il m'a corrigé pendant plus de 18 mois et c'est comme ça que j'ai pris la main. Donc j'écris facilement. Il m'a beaucoup aidé. C'est lui qui... C'est vrai, j'avais la maîtrise, mais du point de vue pratique, voyez, du point de vue réflexion, analyse approfondie, c'était pas ça. C'est-à-dire ce que nous apprenons à l'école, c'est différent de ce que la vie nous apprend. Et il faut remercier aujourd'hui les programmes scolaires et académiques qui permettent à nos enfants d'entrer en contact avec les réalités sociales et économiques. C'est mieux. Sinon, toute autre chose est perte de temps. Très bien. Alors, Confluence, c'est le roman qui a eu le Grand Prix du Bénin en 2024. Alors, Confluence démarre par une originalité qu'on ne rencontre pas la plupart du temps dans la production romanesque. Voilà un roman qui démarre par le prologue. Et dans ce prologue, l'écrivain est convoqué par, je dirais, son commanditaire, le lecteur. Et je trouve cette technique assez originale et je voudrais ici maintenant demander à l'auteur, puisque c'est là l'originalité. On ne prime pas n'importe quel roman au Grand Prix littéraire, c'est beaucoup de sélection. Vous voyez un peu? Bon, la question, je ne m'y attendais pas. Quand un Grand Prix attaque un autre Grand Prix, vous voyez ce que ça fait. C'est de bonne guerre. Voilà. Il faut dire que souvent, l'ossature même du récit, je l'écris. L'ossature même? Oui, je finis d'écrire et je cherche maintenant une idée introductive. Voyez? Donc, Maïla a tué Zolzolman, mais par où il faut commencer ce récit-là? Et je me suis dit, bon, j'invente un personnage. Il faut dire que quand on nous apprend la dissertation à partir de la 3e jusqu'en terminale, ce qui est important, d'après ce que nos professeurs nous ont raconté, c'est l'introduction et la conclusion. Donc, quand ces 2 parties-là sont intéressantes, c'est en ce moment que l'enseignant, le professeur, essaie de visiter le développement.
Donc, j'ai toujours travaillé à avoir une très bonne introduction, une très bonne conclusion. Donc, quand vous voyez la 4e de couverture, tout comme le prologue, vous allez voir que vraiment c'est intéressant. Et je dois cela d'abord à ma région d'origine. Oui. Je suis de Djougou. À Djougou, la parole est sacrée. On ne vous écoute, on n'a même pas le temps de vous écouter si ce que vous dites n'a pas de saveur. Et les gens ont appris à polir le langage. Vous voyez, quand vous parlez bien, les gens vous écoutent. Donc, nous avons des creusets de causerie à Djougou. Comme vous allez le voir dans le dossier du jour, aujourd'hui, il n'y a plus d'arbre palabre, non. Donc, c'est des creusets de causerie où chacun vient avec une histoire. L'histoire, quand bien même elle est fausse, elle est construite de manière cohérente. Qu'on est obligé de croire. Qu'on est obligé de croire. Donc, ce sont des lieux qui m'ont aidé aussi dans ma formation. Et quand vous allez dans ces creusets comme à Kanguezo, la cour constitutionnelle, comment on dit, il y a aussi le camp américain qui est là. Bon, il y en a plusieurs. Donc vous allez, les gens se taisent et attendent celui qui va prendre la parole en premier. Qu'est-ce qu'il va dire? Et dès que vous commencez par dire de n'importe quoi, on vous arrête tout de suite. Et donc, il faut dire qu'il y a ça. Et en dehors de ça, notre appartenance à la famille des traditions nous oblige à savoir parler. Parce que si le peuple vous a choisi pour le diriger, c'est parce qu'il voit en vous des aptitudes. Donc, nos parents nous ont enseigné, nous ont éduqués à bien parler à celui que nous avons en face de nous. Voyez-vous? Et il faut dire aussi que ce prologue-là contient un secret que beaucoup n'ont pas perçu, beaucoup n'ont pas vu. Tous ceux qui ont eu la chance de lire Confluence n'ont pas fait la liaison du prologue et le contenu. Pour eux, c'était juste un remplissage comme certains auteurs ont l'habitude, il faut écrire pour augmenter le nombre de pages. Voilà. Ils n'ont pas compris ce qui était là. En fait, c'est le prologue même qui a le récit. C'est le prologue qui a le récit. Parce que en tant qu'être humain, notre égoïsme, notre orgueil nous pousse toujours à dire que tant qu'un enfant ne naît pas de nos reins ou ne sort pas de nos ventres, ce n'est pas lui qui fera notre bonheur. On s'attache aux enfants que nous-mêmes nous avons engendrés. Alors que l'expérience, l'histoire ont démontré qu'il y a eu des enfants que des parents ont gardés, qui se sont mieux comportés, qui se sont mieux occupés. Voilà des tuteurs que les enfants des tuteurs, les enfants propres même des tuteurs. Donc en fait, je voulais lancer un cri d'alarme à toutes ces familles, ces institutions, ces personnes qui tendent la main aux enfants dont ils ne sont pas les géniteurs. Et en cela, vraiment, je leur dis bravo, c'est pas facile, mais tout homme mérite de l'amour, tout homme mérite du soutien. Donc c'est ça. Très bien. Alors ça, ce n'est qu'un pan de l'univers romanesque de M. Fousseni. Une autre remarque... Quand on prend votre roman, on rentre tout de suite de plein pied dans la quête initiatique.
Est-ce que cela est redevable à votre vie religieuse ou c'est redevable à quoi? Bon, il faut dire que... Puisque l'écriture en elle-même est une initiation. Tout à fait, Okay. tout à fait. Il faut dire que en Afrique, l'Afrique ancestrale, pas l'Afrique contemporaine dans laquelle nous vivons, même si ça existe encore, quand vous faites des enfants, vous ne les gardez pas. C'est pas vous qui éduquez ou élevez vos enfants. Vous donnez à des tantes, à des oncles, vous voyez. La famille, chaque famille détient un pan de la science traditionnelle. Et les génies choisissent au gré de leurs humeurs. Je peux être un grand maître, mais parmi mes enfants, les génies vont refuser de suivre mes enfants. Ils peuvent vouloir, par exemple, choisir un enfant de mon petit frère. Donc, pour que les génies ne partent pas, nos parents ont eu à réfléchir et au lieu que ça soit une homogénéité d'enfants, ils amènent les enfants d'autres de telle sorte que si le génie refusait ses enfants, il peut choisir parmi les enfants de ses frères, voyez-vous. Donc c'est une technique ancestrale que nos ancêtres ont développée. En ce qui me concerne, j'ai grandi auprès d'un oncle. C'est un grand maître, c'est vrai, c'est un grand maître. Et je le dis souvent à des amis. Dans l'Afrique ancestrale, il n'y a pas une école où on envoie les enfants aller apprendre. Vous voyez, ça se fait de famille en famille, voyez-vous. Donc, quand vous allez par exemple à Djougou, quand vous avez des problèmes Dieu, on dit c'est dans telle famille qu'on guérit ça. Vous voyez, si vous avez des problèmes de fracture et autres, on dit allez dans telle famille. Vous voyez. Donc, les Africains se forment au sein de la famille. C'est des secrets gardés dans la famille. En lisant vos ouvrages, il y a comme une apologie ou bien il y a l'éloge, ça je reprends un titre d'un classique français, l'éloge de la folie. L'éloge de la folie, c'est-à-dire que vous avez une appétence pour les fous. Et vous donnez beaucoup de paroles à ces personnages en situation de détresse mentale. Alors, dites-nous, est-ce que c'est déjà un pas de guérison à partir de la quête initiatique qui est la vôtre? Comment dire, dans le dossier du jour, le premier texte, le premier récit, le bon samaritain, en fait, lui, il n'est pas un fou, mais c'est sa femme qui voulait le rendre fou. Donc, il y a une différence, c'est-à-dire que lui, dans son imagination, il a cru que quand vous vous mariez à une femme, elle devient un décor dans la chambre. Non, bon, c'est pas ce que je dis. Vous lui donnez tout, en termes de matériel, que c'est suffisant pour elle. Vous voyez, donc, lui, quand il vient, et le soir fatigué, il a besoin de repos. La dame dit non. Il y a un autre pilier du vivre ensemble. Ce pilier-là, il faut que vous vous occupez de ça. Donc, lui n'a pas compris que la nuit, quand on est marié, il faut travailler à respecter les fondements du mariage. Et quand la femme le gêne une fois, deux fois,
La troisième fois, il se retrouve dans les rues à partir de minuit pour éviter sa femme. Donc ce n'est pas un fou, c'est juste qu'il veut fuir. Il veut fuir son épouse. Et ça, c'est un lot quotidien. Hein. Beaucoup de jeunes aujourd'hui n'aiment pas rester avec leurs épouses. Ils restent dehors avec des amis, dans des bars et autres. C'est triste. C'est triste et voilà. Donc ça, c'est un cas atypique. Voilà, c'est un cas atypique. Qui présage plus ou moins d'une détresse. Quand même, c'est une détresse. Tout à fait. Alors, chez Zulzulma, c'est la folie. Enfin, la folie, le terme est galvaudé. Oui, Zulzulma est un fou, mais pas un malade. Ouais. C'est un fou parce que le mot fou est un mot valise, c'est-à-dire on met tout dedans. Et parfois même on arrive à dire d'une personne normale, mais ce que tu fais là, c'est fou ça, voyez-vous. Donc le mot fou, on met tout dedans. Il est même arrivé dans l'histoire pour départager certains concurrents au trône. Le plus fort s'est arrangé pour enchaîner l'un de ses concurrents et le taxer de fou, voyez, pour l'éloigner du trône. Donc le fou est un argument qu'on utilise. J'ai du mal moi-même à le définir parce que je dis, bon, c'est la déraison qu'on appelle la folie. Mais qui détient le critère de la folie? Qui peut dire à quel moment? À quel moment ou bien à qui est fou? Parce que je vois là que à un moment donné, il y a eu une validation démocratique pour taxer les autres de faux. C'est-à-dire que ceux qui sont nombreux, qui sont plus forts, on dit à ceux qui ne sont pas nombreux et qui ont leur manière de penser, qui sont fous. Et si par exemple ceux que nous taxons de fous, ils étaient les plus nombreux, ils avaient la force de nous soumettre, ils vont dire que ce sont nos comportements qui sont déraisonnables. Voyez-vous? Donc, en réalité, la folie existe, elle est universelle. En Europe a eu à connaître 3 phases pendant lesquelles la folie a eu plusieurs définitions. Mais de façon générale, la folie existe. Zulzulma, c'est un professeur de philosophie qui a fait un accident. Il a été renversé par un véhicule et à son réveil des urgences, lui-même dit un autre monde ivre de connaissances s'est ouvert devant lui. Donc il ne voit plus les choses de la même manière. Et vous, par exemple, il dit ça fait 25 ans qu'il ne sait pas laver, mais qu'il se porte bien. Et que c'est nous qui nous lavons matin, midi et soir qui sommes malades. Parce que les seuls moments que la nature même veut qu'on se lave, c'est quand il pleut. Quand il ne pleut pas, il ne faut pas vous laver. Voyez, donc c'est quelqu'un qui parle comme ça. Mais quand on réfléchit, on voit qu'il y a une dose de réalisme. Voilà, quand on réfléchit, on voit qu'il n'est pas très loin. Il n'est pas très loin de la vérité, mais la société a développé ce qu'on appelle l'hygiène. Il faut se laver pour être bien portant. Je vous donne un autre exemple. Il y a un monsieur qui marchait, et lui il est habillé, il rencontre un fou qui n'est pas habillé, qui est nu. Il observe le fou, le dépasse, s'arrête, retourne et veut le regarder. Et au même moment, le fou a eu le même réflexe. Le fou s'est retourné et les deux se sont regardés. Et le fou dit, dis-moi ce que tu veux dire. Au moins, moi, je ne mens pas. Je ne mens pas. Tel que tu me vois là, c'est comme ça un homme est.
C'est toi qui portes des habits, c'est toi le menteur. Vous voyez? Donc c'est vous dire que la question de la folie, nous on les voit fous, mais eux, ils ont une autre perception. Il suffit de vivre avec eux, il suffit de les écouter. C'est vrai, par moment, ils disent ce qui est juste, ce qui est réfléchi, et l'instant qui suit, ils vous entraînent dans des ténèbres et vous ne comprenez plus rien. Donc, dès que la raison commence par vaciller chez une personne, on commence par avoir peur. Très bien. On voit que vous avez un souci permanent, je ne sais pas, de réhabiliter la femme, de lui trouver la place qui est vraiment la sienne au sein de la société. Et ça, c'est un souci permanent dans la plupart de vos œuvres. Ceci répond à quelle vision, à quel but? Bon, je ne m'en vante pas. Au contraire, je peux dire que je suis en train d'accomplir ma part de responsabilité en tant que Tanko, un enfant né dans un environnement de filles, parce que, comme je l'ai dit chez les Hausa, Tanko c'est un nom Hausa. Ok. Et dans la succession des naissances, quand une femme fait 3 filles, 4, le premier garçon qui vient, on l'appelle Tanko. Tanko. Donc on l'appelle le petit frère des femmes. Ma maman a fait 7, je suis le 8e. Après moi, elle a fait encore 3 filles, donc je suis entouré. Voyez-vous, je suis... D'accord, je comprends maintenant pourquoi les femmes foisonnent. Voilà, voilà. Donc, dans votre récit. J'ai grandi avec elles dans leur monde, je les connais un peu, comme je le dis souvent. Il faut dire que je dois prendre leur défense, parce que je voyais ma maman quand mes soeurs, après une bagarre, après une dispute avec leurs époux, elles rentraient, je voyais maman dans une désolation totale, elle ne mangeait plus. Il faut que mes soeurs retournent avant qu'elles ne retrouvent son équilibre. Et pourtant, ce n'est pas, dans la plupart des cas, ce n'est pas que mes soeurs n'ont pas raison. Voyez-vous? Mais on dit dans nos sociétés que c'est comme ça, c'est des constructions culturelles, sociales, c'est des constructions parfois religieuses, qui oblige à enfermer la femme. Voyez-vous, nous sommes dans un monde qui évolue vite, où le partenaire essentiel de l'homme dans la société, c'est la femme. Et nous devons nous battre, parce qu'une chose essentielle qu'il faut retenir, c'est que et les filles et les garçons, c'est nous qui les engendrons. Donc c'est incompréhensible que vous ayez des enfants et que vous tolérez d'autres et d'autres vous leur prenez leur liberté. Et je l'ai dit dans le dossier du jour, la nouvelle dimension, l'imam affirme que si Dieu ne voulait pas faire des deux sexes, ne voulait pas que les deux sexes soient égaux, il ferait en sorte que la femme, au cours de la gestation, fasse 4 mois et l'homme 9 mois. Du moment où les deux font 9 mois dans le ventre, ça veut dire qu'ils ont les mêmes aptitudes. Mais en fonction de la mission de chacun, il y a répartition, voyez-vous. Donc, qui parmi vous ne serait pas fier d'avoir une fille bien instruite, qui travaille, qui est respectée par son mari, qui a une famille heureuse? Qui parmi nous? Voyez-vous? Et tout ce que la femme trouve, elle ramène ça à la famille. Tout ce que la femme trouve, c'est d'abord sa famille. Voyez-vous? Donc, et il n'y a pas un droit de femme qui ne soit pas d'abord
un droit humain. Humain, familial. Voyez-vous? Donc c'est en cela que nous devons travailler. C'est vrai qu'il y a le féminisme. Il y a un pan de féminisme que je combats, c'est-à-dire le féminisme existentialiste, je le combats. Mais le féminisme différentialiste, c'est ça. Quand vous dites féminisme existentialiste, ça remonte, ça c'est Simone de Beauvoir, voyez-vous, qui dit il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. C'est une invention, c'est des constructions sociales et culturelles. Alors que le féminisme différentialiste dit non. Il y a des attributs intrinsèquement féminins. Voyez-vous, vouloir dire qu'on est l'égal de l'homme, c'est comme si être femme est une humiliation. Mais la femme a des valeurs et elle doit faire leur promotion. Donc je crois que c'est ça. Or, bon, souvent quand nous causons, on demande aux femmes, attendez, entre un mari fou et un mari mouton, qu'est-ce que vous voulez? Elles disent, mais qui va vouloir d'un mari mouton? Vous voyez, non? Elles-mêmes disent ça. Qui va vouloir d'un mari mouton? Et une autre anecdote dit, donnez une corde à une femme et dites-lui d'aller vous apporter un mouton. Donc son mari qui est adossé là, c'est à son cou qu'elle ira mettre. Voyez-vous? Donc, en réalité, il faut une certaine autorité dans la famille, mais pas la dictature. Les femmes, même à un moment donné, font recours à cette autorité lorsqu'elles disent aux enfants, ton papa arrive. Ce que tu as fait là, il arrive pour toi. Vous voyez, non? Très bien. Donc, je crois que les femmes, quand elles ont pris le pouvoir grand, elles l'ont appliqué, c'est elles-mêmes qui sont allées revoir le roi pour dire de changer cette clause. Non, c'est pas bon. Leur mari devient des moutons et que l'ambiance est terne. On ne sent plus de l'amour et que le vrai visage de l'amour, c'est quand l'homme et la femme, après des jours de mésentente, au cours d'une nuit, se réconcilient et le lendemain, le soleil recommence par briller. Vous voyez, donc elles-mêmes, elles ont eu à dire ça. Et c'est comme ça la vie du couple. Il faut la vivre comme ça. Je suis militant du mariage parce que sans dot, sans donner la dot à une femme, sans la marier, elle constitue un grand piège si vous la laissez dormir à vos côtés. Sans la dot. Ouais. Parce que qu'est-ce qui vous permet? À tout moment, elle peut vous passer de harceleur, de violeur. Et j'ai dit, les grands de ce monde, certains grands de ce monde n'ont pas échappé à ce piège sans issue de secours. Bon, c'est vrai, aujourd'hui, le code de la famille dit, même si vous êtes également marié, vous demandez à votre épouse de céder la nuit, refuse de la forcer, parce que sinon, ce serait du viol, du harcèlement. C'est le code qui dit ça. Mais je crois que en matière pénale, il y aura d'atténuation si vous êtes marié que si vous n'êtes pas marié. En réalité, il faut dire que Madame Amina Christiane, qui 25 ans plus tôt avait été ramassée dans les rigoles par Maïna, une fois qu'elle a appris que sa maman était en prison et qu'elle est allée sa maman adoptive, elle s'est dit, maman, la vie nous a unis, je ferai tout mon possible pour te sortir d'ici où nous mourrons ensemble. Voyez-vous, en réalité, vous allez comprendre que quand la femme veut d'une chose, elle est prête à tout. Puisqu'elle veut raconter la nouvelle de sa maman, il lui faut une garantie. Et elle dit, en cédant, est-ce que vous voyez, en m'acceptant,
auprès d'elle pour une nuit, je vais mettre plus d'entrain et de dévouement pour faire le travail. Voilà, donc voilà, on aura une confluence. une vraie confluence. Qui pourrait être saine. Ouais, qui pourrait être saine. Très bien. Le secret de l'humour chez vous. Oui. J'ai beaucoup lu Molière. J'ai beaucoup lu La Fontaine. Vous savez, quand les hommes se retrouvent en groupe et il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de distraction, ça devient sérieux, c'est comme une maison mortuaire. Donc la particularité des groupes dans la région du Djougou, c'est de se distraire, quels que soient les problèmes que vous avez. Quand vous venez là, vous allez les oublier un instant. Donc, dans la vie, il ne faut pas être sérieux, rigoureux tout le temps. De temps en temps, il faut faire rire les gens parce que le rire est un puissant instrument d'éducation. Donc, c'est ça, j'utilise souvent le rire pour faire passer certaines vérités. Et vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes de la famille royale. Oui. Et quand vous êtes de cette famille, il ne vous est pas permis de parler n'importe comment. Vous devez utiliser assez d'euphémisme pour dire ce qui, même si c'est dur, il faut que vous ayez la formule pour faire passer ça. Donc c'est tout ça là que nous avons appris auprès de nos aînés et que nous essayons de traduire dans nos romans. Très bien. Voilà, ça c'était notre tête-à-tête. On va se retourner vers le public. C'est le moment de poser des questions, des échanges, de participer à ce débat-là. Je rappelle que M. Fousseni Tanko Bana a reçu le Grand Prix littéraire du Bénin. On n'en parle pas assez. Si c'est Miss Littérature, Miss Bénin, pardon, si c'est Miss Bénin, on se serait déjà dans tous les forats. C'est un créateur littéraire et c'est le seul prix dédié à la littérature au Bénin. Il l'a remporté en 2024 et c'est le moment de lui dire félicitations, merci, bravo, merci. Et on peut l'applaudir s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'auteur, dans son développement, a abordé un pan de l'actualité. Moi, je suis du domaine des médias, donc ça m'intéresse l'actualité. Alors, il a parlé de féminisme aujourd'hui, existentiel et l'autre féminisme. J'ai oublié donc le thème qu'il a utilisé. Qu'est-ce qu'il pense de la masculinité positive? Alors, je voulais savoir d'abord comment l'auteur a accueilli les relations des lecteurs après le Grand Prix littéraire, après l'obtention du prix Champollion. Après cela, je voulais savoir, à un certain moment, on constate que Cassila a été presque effacé du reçu. Mais pourquoi l'auteur n'a pas pu développer après sa fille? À travers la stérilité des Maliens, est-ce que l'auteur veut dénoncer la pression sociale exercée sur les femmes ou plutôt illustrer une tragédie individuelle? Que faire pour que vous soyez quelqu'un de ce rang qui est connu, qui a eu un prix, c'est une importance pour notre nation, quoi. Il faut dire qu'effectivement, Sadiko, c'est un allié solide, mais c'est un peul. Voilà. Sadiko est un peul. En réalité, cette histoire de peul, vous savez, chaque ethnie, à chaque ethnie, on colle une vertu. Oui. Et les peuls, c'est des gens honnêtes, sincères. C'est en cela que nos parents leur confiaient le bétail. Vous savez, il n'y avait pas de banque dans l'ancien temps. Donc tout se monnaie en tête de bœuf ou de vache. Et les peuls sont reconnus aptes pour s'occuper du cheptel.
l'histoire que j'ai racontée ici, dans Confluence, dit que Diallo, au cours de sa promenade avec ses bœufs et ses vaches, a vu un peu plus bas les arbustes se remuer. Donc, il s'est approché parce que les peuls aussi ont cette capacité de dire ce qu'ils ont vu. Sans colorant, ils n'ajoutent rien, ils disent la vérité. Et c'est des journalistes, de bons journalistes d'investigation. Ce sont les ancêtres des journalistes d'investigation. Voilà, c'est ça. Donc, il s'est rapproché, Diallo s'est rapproché, et ce qu'il a vu l'a sidéré. Il a vu que leur roi, le roi du village, était dans une position insolite avec la femme de son bras droit. Il a fui, il est parti, mais le lendemain, le roi a tout fait de lui rendre visite. Et le roi lui dit, bon, j'ai tel nombre de têtes, j'ai une dizaine de têtes de bœufs, je te les donne comme cadeau à condition que tu gardes le secret. Je ne veux pas que ça sorte. Donc, ils se sont entendus. Mais chez le Peul, c'est congénital. Quand le Peul voit, il faut qu'il dise. Il faut qu'il dise, sinon il va mourir. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est sa parole contre la parole du roi. Ils vont lui enlever la tête. Donc, il a tout fait pour enfuir la parole dans le ventre, mais c'est remonté jusqu'à la gorge. Il fallait qu'il dise. Donc il sort du village, il va très loin, sous un arbre, il creuse profondément et il confie à la terre ce qu'il a vu la veille. Il revient à la maison et il est en paix avec lui-même. Donc c'est à la terre qu'il a parlé, pas à quelqu'un d'autre. C'est à la terre qu'il a crié. Voilà. Seulement 7 ans plus tard, la nouvelle sort et se répand. Le roi fait arriver Diallo. Il dit, mais toi et moi, on s'était entendu. Comment ça s'est passé? Il lui jure partout. Et le roi dit, non, tu ne sortiras pas de cette maison de la tête sur tes épaules. Et il dit au roi de lui accorder une faveur comme on l'accorde à tous les sursis. Donc, on l'accompagne et il va jusqu'au pied de l'arbre où il cueille. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les herbes ont poussé par là. Et ces herbes-là, on les utilise pour faire des flûtes. Donc, les enfants utilisent ces herbes-là pour faire des flûtes. Donc, quand les enfants ont cueilli ces herbes, ils ont fait des flûtes. Chaque fois qu'ils sifflent, c'est l'herbe qui dit « J'ai vu le roi avec l'ami de sa... » avec la femme de son ami en train de faire ci, en train de faire ça. Non, ce n'est pas le Peul qui a menti. Non, ce n'est pas le Peul. Donc, quand il a cueilli, il a ramené, le roi lui-même a sifflé. Il entend vraiment la nouvelle. Il entend, et dit vraiment, c'est la fin des temps. Donc, la terre ne peut même plus garder les secrets qu'on lui confie. Donc, je m'en excuse, M. Sadikou. Et ça, c'est toute une sociologie sur l'ethnie Peul, vraiment dans le roman. Donc, je m'excuse auprès de mon frère Sadikou si je l'ai un peu épinglé. C'est de bonne guerre. C'est juste pour faire la promotion de l'ethnie Peul, comme quoi ils ne mentent pas. Et si vous voulez faire quelque chose, un peu là, il faut faire vraiment attention. Alors, la masculinité positive. Oui, c'est vrai. On demande aujourd'hui aux hommes de suivre le mouvement, d'aider les femmes, de les supporter dans leur lutte d'égalité, d'émancipation dans toutes les sphères de la vie sociale, économique, politique, etc. Donc, tous ceux qui travaillent, voyez, tous ceux qui travaillent à supporter le féminisme sont classés dans ce concept-là. C'est ça la masculinité positive. Et je crois que ça augure d'un meilleur avenir pour nos enfants. Parce que
Donc ceux qui ne sont pas dans cette catégorie sont dans la masculinité négative. Bon, je crois qu'on doit tout faire pour que ce mot n'ait pas un Pignon sur rue. Voilà, donc c'est la masculinité positive. Donc nous allons travailler à aider nos sœurs à s'émanciper parce que, vous voyez, quand vous êtes un homme et vous rentrez à la maison, votre femme c'est un fonctionnaire, vous voyez, tout est bien rangé. Elle vous accueille, elle connaît ses droits, elle connaît ses devoirs, vous voyez. Elle est mère, elle est épouse, vous voyez. Elle est amie, elle est sœur. Quand vous rentrez et vous la voyez, vous voyez, il y a une différence nette avec celle-là qui n'est pas allée à l'école, qui ne connaît aucun de ses droits, qui ne sait pas comment ménager les choses, vous voyez. Donc, nous, tout ce que les luttes sont en train de faire en faveur des femmes, c'est pour le bonheur de nos garçons de demain. Vous voyez, c'est pour avoir des foyers plus équilibrés, des couples plus équilibrés. Voilà. Alors, j'étais dans la salle le jour là quand, dans le pléthore des candidats qui devaient recevoir le prix, on sort votre nom, on sort votre enveloppe. Et puis, on dit votre nom et le titre du roman. Ouais. Et j'ai vu votre réaction. Vous avez dit « Wouh !» Et au pupitre, vous avez exprimé vraiment toute cette émotion. Oui, alors, la réaction que vous avez eue vis-à-vis de ce sacre. Oui. Oui, vous savez, il faut dire que Confluence a retenu ma vitesse. Voyez-vous, je ne m'y attendais pas. Je n'écrivais pas pour être primé, pour avoir... Non, comme je l'ai dit, nous devons vite faire. Il y a une urgence d'écrire et de laisser à la postérité l'image de nos ancêtres, comment nos ancêtres, à travers des millénaires, ont vécu, quelle sagesse ils ont véhiculé. Donc, pour moi, c'était le leitmotiv, c'était la finalité. Donc, je ne m'y attendais pas. Quand j'ai vu que j'étais présélectionné parmi les 28, il y avait 5 et j'étais là, bon, j'ai commencé par avoir des inquiétudes, parce que il y avait un dans le lot là. Oui, oui. Comment il s'appelle C'est pas Alphonse voilà, oui, Alphonse Monchon. Le conclave des 13 démons. Voilà, très beau roman aussi. Voilà, donc, que je vous recommande la lecture passionnante. Voilà. Donc je disais que sûrement ce monsieur-là, il va me rendre. Mais il est très jeune. Il a tout l'avenir devant lui. Voilà, c'est pourquoi il va patienter. Il a tout le temps. Moi, je n'ai plus beaucoup de temps qu'il patiente. Donc, c'était une grande joie, c'était une surprise. Ça m'a ralenti parce que désormais, je ne peux plus écrire facilement. Il faut, dans le piège. Écrits, qu'on sente qu'effectivement, le monsieur méritait le titre de Grand Prix. Oui, en même temps, c'est une consécration, mais c'est un appel encore à redoubler d'efforts. Revenons donc à la marginalisation des fous. Et ceux qui ne sont pas vraiment fous, c'est ça la question. Quelle est votre position clairement comment on vous situe dans le discours. Et tout à l'heure, en posant la question, j'ai fait mention de ça justement en confondant par exemple le fou de Saint-Jean, qui n'est pas fou, vraiment, à Zulzulma, le vrai, enfin, qui est fou. Et la question qu'on a repose indirectement. Quel est votre état d'esprit quand vous parlez de la marginalisation des fous ou bien de ceux qui ne le sont pas, mais qui ont l'impression de l'être? Tirer chapeau aux familles qui vivent avec les personnes marginalisées, c'est-à-dire du point de vue mental. C'est difficile, c'est très difficile, mais seul l'amour guérit. Le problème que nous avons, c'est que nous avons mis une barrière entre nous et les fous. Or, très souvent, ce qui guérit, quand j'ai lu Paulo Coelho, dans Véronica décide de mourir,
l'auteur dit, le puissant remède contre la schizophrénie, c'est l'amour. Nous ne devons pas trop nous éloigner, nous ne devons pas trop instrumentaliser, stigmatiser ces gens-là. Ce n'est pas de leur volonté pour ce qu'ils sont. Nous devons les assister et je salue au passage toutes les familles qui vivent des moments difficiles avec les membres de leur famille qui sont dans cette triste situation. Moi, je raisonne, c'est-à-dire que j'ai un coefficient normal et je peux parler avec les gens, tenir des discours, mais j'aurais préféré, s'il m'était donné, de vivre la vie du Zulzulman. Je veux être un personnage comme ça. Ah, dans la vraie vie, réellement. Oui, dans la vraie vie. Mais on le sent dans la narration, hein, puisque l'auteur est impliqué vraiment dans, dans ce qui se raconte. Il est bon, Zulzulman est très bon. Il est très bon. Et comme je l'ai dit, l'un des membres des jurys, après la délibération, s'est approché de moi pour dire, Monsieur Banakoroji, vous ne devriez pas tuer Zulzulman. Oui, oui, je suis de son avis. La société a besoin des gens pareils. On continue, sinon par rapport même au roman, les gens ne l'ont pas encore bien pénétré. Oui, tout à fait. Non, ils n'osent pas compris. Mon éditeur est ici, je le salue au passage. Les gens d'édition qui fait un travail. Il est dans la salle? Oui, il doit être. Ok, on peut applaudir pour ce jeune homme. Mets-toi debout. Il est jeune, oui, il est vraiment jeune. Très jeune et je vous dis, je te fais un peu de la pub. Hein. Si vous avez des projets d'édition, il faut aller, il est à Porte-Novo, il fait un travail impeccable. C'est-à-dire que les livres qui sortent, on se demande si c'est imprimé sur place à Cotonou. Bon, la prière, c'est qu'il garde cette lucidité éditoriale dans le temps et dans l'espace. Et qu'il ne soit pas perverti, corrompu après par... voilà. Ok, revenons à nos moutons. Donc, effectivement, il a fait une suggestion très lumineuse. Vous savez, quand vous prenez Confluence, oui. À la dernière page, quand vous prenez Confluence à la dernière page, il est dit, une fois encore, elle venait de manquer le but de sa vie. Oui. Elle venait de tuer son dernier espoir. J'ai dit de mettre fin. F-I-N. Oui. Vous voyez? Comme on fait dans les films. Voilà. Mais il m'a dit non. Quand il m'a dit non, je suis rentré, je réfléchissais et j'ai dit oui, il a raison. Parce que cette histoire ne peut pas s'arrêter comme là. ça. Elle est trop triste. C'est ça. Si elle va s'arrêter comme ça. C'est pourquoi dans mon prochain, si Dieu il y a peut-être une résurrection de Zulzulman. Voilà. Non, pas une résurrection de Zulzulman. Zulzulman, lui, il est mort. Et nous allons travailler avec les vivants. C'est pourquoi Maïla, tout ce qu'elle a cherché dans sa vie sans trouver, c'est en prison qu'elle va tomber enceinte. Donc, c'est le prochain roman que je suis en train de dévoiler. Et en fait, pour corroborer cette chanson de notre vedette, Anis Pépé, que je salue ici, parce qu'il dit dans Satik Bantoué, vous êtes sorti au marché, le soleil ne s'est pas encore couché et vous dites que vous n'avez pas vendu. Il faut attendre. C'est clair. Donc, j'irai jusqu'au bout avec ce roman-là où Maïla va faire un enfant. La dernière question qu'on a, je ne l'ai pas vraiment enregistrée. Tu peux nous rappeler ça rapidement? La dernière. Non, il n'y a plus de dernière question, c'est bon, on évolue. on évolue, c'est bon. On va revenir sur ça après. Il y a Sogba qui demandait, vous n'êtes pas connu. Vous n'êtes pas connu. Bon, nous, on a fait un grand format de votre affiche pour placader à l'Institut français, pour contribuer à la visibilité de votre production. Et là, il découvre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour connaître Fousseni, Tanko, Bana, Koroji? Qu'est-ce qu'il faut faire? Merci beaucoup aux frères.
c'est vrai, je ne suis pas connu, comme j'ai l'habitude de le dire, à bon 20 points d'enseigne. Nous allons travailler jusqu'à ce que le temps nous donne raison, le temps nous impose. Et nous sommes sur le chemin, nous sommes sur le droit chemin. Se faire connaître, c'est vrai, mais vous savez, en général, au Bénin, les écrivains béninois sont plus connus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Oui. C'est un triste constat. Je n'arrive pas à me l'expliquer, mais je ne sais pas, est-ce que c'est en conformité avec l'adage qui dit nul n'est prophète chez soi. Mais je constate douloureusement que beaucoup écrivent mais ne sont pas connus. Très Donc, bien. Il faut un travail là-dessus. Moi, j'ai la réponse à la façon pour laquelle nous ne sommes pas connus. Vous voyez, sur nos médias, il n'y a pas de place pour la littérature. C'est-à-dire sur nos chaînes, il y a de la place pour les feuilletons. Il y a de la place pour la musique ivoirienne. Il y a de la place pour tout. Ouais, un peu. Mais il n'y a pas de la place pour le livre. Moi, je ne sais pas comment on peut connaître un écrivain si les médias n'en parlent pas. Maintenant, c'est facile d'accuser les médias. Si les journalistes, puisque les médias, c'est un groupe, si un journaliste n'est pas spécialiste de la question du livre, qui n'a pas une formation dédiée à la littérature, parce qu'il y a des spécialistes, les rares journalistes qui font le job sur les chaînes ne sont pas des spécialistes en littérature. Et donc, quand ils vous invitent, ils ne vont pas dans le tréfonds du récit. Ils sont à la surface. Ils vous disent qu'est-ce qui vous inspire, quelles sont vos sources d'inspiration, comment vous écrivez la nuit, le jour, qu'est-ce qui vous motive. Et ils parlent de tout sauf du livre, de l'esthétique qui est cachée. Or, c'est l'esthétique cachée qui permet aux téléspectateurs d'aller en librairie, d'acheter le livre et de le lire. Donc, c'est ça, cher ami Asogba, c'est ça le problème. L'écrivain fait le job, mais on attend les médias, on attend les journalistes. Parce qu'il n'y a que les journalistes qui peuvent en parler en bien, les chroniqueurs littéraires. Voilà. J'ai répondu à votre question. Tout à fait. Voilà. Très bien. On va virer dans ce... On n'a plus beaucoup de temps. Oui, vous allez m'aider à promener le micro. On va prendre quelques questions ici rapidement. Voilà. Voilà. Donc, s'il y a des points qui sont abordés, on peut passer à autre chose. Hein. Bonsoir, cher monsieur. Bonsoir, le public. Bonsoir. J'ai deux questions pour monsieur l'auteur. Oui, comment vous appelez? Je m'appelle Prince Assangbe, je suis assistant bibliothécaire. Très bien. Comment voyez-vous la place de la tradition dans une Afrique contemporaine en mutation? Notre âme, c'est notre culture. Si nous évoluons et nous laissons nos cultures de côté, ça veut dire que nous sommes des hommes sans âme. Maintenant, il faut travailler. Parce que, comme la législation, la société aussi évolue. La société est dynamique. Nos cultures aussi sont dynamiques. Quand vous lisez bien nos lectures et nos cultures, dans leur aspect culturel, vous allez voir que certaines choses ne sont plus ou d'autres sont ajoutées en fonction des contextes. Ça veut dire que c'est le contexte qui va nous permettre de savoir ce qu'il faut piocher ou ce qu'il faut laisser. Il y a un travail qui doit se faire, mais malheureusement, je constate que les intellectuels s'éloignent de nos cultures, surtout dans son aspect culturel. Vous voyez, on taxe nos cultures de ci ou de ça, de sorcellerie, de ci. Non.
C'est nous, ça. Vous voyez? La culture n'a jamais constitué un frein pour l'évolution technologique ou scientifique. Jamais. Vous prenez le Japon, vous prenez la Chine, vous prenez les hindous, vous voyez? Ils ont leur culture, mais la science est là, à côté, ils évoluent avec. Nous devons être capables d'appliquer la science et la technologie en tenant compte de nos cultures. Ce que nous n'arrivons pas à faire aujourd'hui, et c'est heureux que nous ayons depuis quelques années un gouvernement qui tourne la tête vers nos cultures. C'est à encourager parce que c'est nous ça. Comment se définit un Africain? C'est par la veste ou bien par des tenues comme ça. Vous voyez? Encore que la liberté permet à l'homme de s'habiller comme il veut. Mais de façon plus profonde, il y a des choses qui nous distinguent par rapport aux autres. Très bien. Voilà, donc nous devons travailler pour les valoriser. Très bien. C'est mon point de vue. Alors, sur la question de la visibilité, vous avez entamé récemment une tournée que je peux appeler septentrionale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot sur cette tournée-là? Oui, il faut remercier mon éditeur. Il est jeune, il est dynamique. Il m'emporte un peu partout. J'étais à Lokossa, oui, c'était bien. J'étais à Porto Novo, c'était bien. J'étais à Parakou aussi, j'étais à Djougou. Grâce à cette tournée, les gens commencent par me connaître physiquement. Et tant mieux pour moi. C'est vrai que je suis quelqu'un, j'aime me cacher, je n'aime pas trop m'exposer. Malheureusement, un écrivain ne se cache plus. Aujourd'hui, je suis obligé d'aller sur les places publiques, à la télé, à la radio, rencontrer le public. C'est vrai que, en général, au Bénin, la dernière fois, on a eu le débat avec le directeur de la Bibliothèque nationale qui nous dit que non, les gens lisent. Parce que nous croyons que les gens ne lisent pas. Mais lui dit non, que les gens lisent seulement, c'est orienté ailleurs. Plutôt que ça soit sur les ouvrages écrits par les auteurs béninois, ils font autre chose. Donc, s'il y a un travail à faire aujourd'hui, c'est de les ramener vers ce que nous écrivons pour mieux connaître qui nous sommes. Donc, mais honnêtement, je ne sais pas, je parle sous le contrôle de mon éditeur. Si mes livres sont dans les librairies au nord, je ne sais pas encore. Seulement, il y a des gens, quand ils m'entendent, ils m'écoutent à la radio, ils m'envoient de l'argent et je leur expédie ça. Des livraisons. Voilà, c'est ça. Très bien. Alors, Rancheri pour dire que Corneille qui a pris la parole tout à l'heure, c'est en fait son travail. En Europe, maintenant, il y a une nouvelle fonction greffée à l'industrie du livre qu'on appelle agent littéraire. C'est un métier. Un écrivain qui veut faire carrière, qui veut se prendre au sérieux, se tape un agent littéraire, puisqu'il n'a plus le temps de tout coordonner. Et l'agent littéraire n'est pas éditeur, s'il vous plaît. L'éditeur, c'est le côté purement éditorial et commercial. Je pense que nous devons commencer, nous écrivains, à imaginer ce processus-là. Parce que c'est épuisant de quitter un projet d'écriture au bout d'un an et de replonger encore dans la commercialisation. Ce n'est pas le job de l'écrivain. L'écrivain est là pour écrire et le processus continue. Donc, ce jeune homme, Corneille, je pense qu'il fait office d'agent littéraire parce que voilà un gars, on parle de livreur, maintenant c'est la mode, on livre la nourriture dans l'administration. Mais si vous appelez Corneille et que vous cherchez un titre, vous l'appelez à midi et vous cherchez un titre d'un auteur béninois, vous êtes à Tchoumi Tchoumi, il vous livre dans la journée. Voilà. Donc je voulais vraiment mentionner cela. Alors, M. Fousseni, comme vous, il y en a qui nourrissent des ambitions de devenir écrivain. Parce que l'écrivain, on ne naît pas avec.
Et aucune université ne nous forme vraiment pour ça. On se surprend parfois à devenir écrivain. On est surpris quand on vous appelle écrivain. Et parmi ceux-là, il y a des gens qui veulent devenir comme vous. Si vous avez des conseils pratiques, comment on fait? Et ça, c'est une question très pratique. Comment on fait pour devenir écrivain et un bon écrivain? Bon, je parle sous votre contrôle parce que c'est vous qui êtes habilité à donner de ces orientations-là. Moi, je suis un conteur, je suis un écrivain. J'écris seulement comment on fait pour devenir écrivain. Sur la base de mes propres expériences, c'est qu'il faut lire beaucoup. Il faut lire beaucoup. Il faut lire beaucoup. Lire beaucoup. Et il faut lire des ouvrages dans tous les sens. Voilà. Ne pas se limiter, ne pas se restreindre dans un carcan de lecture. C'est-à-dire que si on vous sort les bandes dessinées, vous n'avez plus de lecture. Si on vous sort vous n'avez plus de lecture. Non. Un écrivain a une lecture pluridimensionnelle. Voilà. OK. Donc, il faut beaucoup se cultiver à travers des documentaires. Très bien. Il faut lire aussi les grands auteurs parce qu'il faut voir leur style, comment ils communiquent, leurs pensées, leur sensibilité dans les romans. J'ai lu beaucoup Victor Hugo. Les Misérables. Voilà, Les Misérables. Mais celui que j'ai lu le plus, en dehors de Coelho, c'est Guy Descartes. C'est Harlequin. Oui, donc c'est en lisant qu'on prend goût. Donc il n'y a pas écrivain. On ne peut pas devenir écrivain sans lecture. Non, il faut lire. Quand on est écrivain, on ne force pas. Quand on est écrivain, on ne force pas. Les choses viennent d'elles-mêmes. C'est naturel. Voyez-vous, je peux être assis ici et tout de suite une idée me vient. J'écris et je mets ça. J'ai créé un répertoire où je mets un magasin d'idées. Je laisse ça là. Une autre fois, une autre idée me vient, j'écris, je laisse. Vous voyez? Et un jour, ça me vient, un grand titre me vient et je fais l'ossature, je fais le plan. C'est en ce moment que je vois les écrits que j'avais laissés. Voilà. Comment je peux les joindre, voyez, à ce grand titre-là que je viens de créer. Donc, mon écriture chez moi, ce n'est pas de façon linéaire. Non. J'écris et je laisse, j'oublie parfois. Donc, c'est en voulant vraiment, parce que presque tous mes titres me viennent par inspiration. Donc, dès qu'un titre vient, alors je jette un coup d'œil dans le magasin d'idées et je vois qu'est-ce que j'ai écrit qui peut correspondre, vous voyez, non? Même si ça ne correspond pas, comme je sais faire les enchâssements, vous avez... Voilà. Oui. Donc, je peux créer des chapitres de telle sorte que ça trouve de place. Oui, c'est ce que je fais. On ne force pas. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous pouvez écrire une page, vous laissez. Ne vous forcez pas demain pour écrire. Quand ça vient encore, écrivez. Voyez? C'est le premier pas qui est difficile. Du jour où vous arrivez à rassembler quelque chose qui peut faire un premier projet, vous cherchez les sachants. Ils vous aident à corriger, ils vous orientent, vous voyez. Mais du moment où vous êtes arrivé à sortir un premier livre, c'est fini. Moi, je suis un enfant, je n'ai pas vite marché, comprenez? Donc les gens m'ont tenu la main jusqu'à 3 livres. Ils m'ont aidé jusqu'à 3 livres. Aujourd'hui, je peux écrire sans trop dérailler. Voyez? Il suffit que ce que j'écris soit conforme à une ligne éditoriale. Donc c'est tout. Donc c'est ce que je fais. Et j'aime écrire avec de la musique. Il y a certaines musiques, quand je les mets tout de suite, j'écris facilement. Vous savez, l'écriture est magique. Ouais. Vous savez, ce qui est dans la tête, ce qui est dans le cœur, vous le transcrivez sur le papier. Vous voyez?
Et après, vous lisez, vous voyez, mais c'est ce que vous aviez dans la tête là qui se retrouve sur le papier. Ouais, c'est très beau. Et donc, quand on lit plusieurs fois Molière, quand on lit plusieurs fois La Fontaine, il est facile de faire rire les gens à travers vos écrits. Tout à fait. Vous voyez? Tout à fait. Et quand vous lisez Baudelaire, même si vous voulez dire une chose mauvaise, vous trouvez les mots vilaine, vous trouvez des mots pour embellir. Oui, c'est ça. Vous voyez? Donc, c'est l'esthétique de la laideur. L'esthétique de la laideur, voilà. Et mon background, Djougou, c'est une ville de prédication musulmane. Et quand vous voulez parler de Dieu, le langage que vous utilisez est soutenu. Vous voyez? Donc tout ça là me permet, quand je vais écrire, de regrouper tous ces dons, tous ces atouts-là. Et très ça bien. me permet d'aller très vite. Très bien. Nous sommes en train de tracer le chemin. Parce que, comme vous le savez, je remercie au passage ces braves enseignants qui, dans la nuit du temps où le transport était très difficile, et sous le sceau du nationalisme, du patriotisme, ont voulu travailler pour cette génération qui va travailler pour une nation plus prospère, une nation plus unie, et qui sont allés jusqu'au fond du Bénin nous apprendre l'alphabet. Voyez? Mais avant l'alphabet français, Djougou avait l'alphabet arabe. Voyez? Et malheureusement, nos frères très érudits, nos érudits, n'ont pas étudié en français. Voyez? S'ils avaient étudié en français, nous, on ne serait pas là à parler du Grand Prix littéraire. C'est eux qui devraient être nos devanciers. Donc c'est... Ici, ils sont toujours là quand j'ai besoin d'eux. C'est en fait eux le moteur de mes pensées. C'est eux qui me permettent de mesurer ce que je suis en train de faire en termes de progrès, en termes d'avancée. Je les remercie et je leur promets que jusqu'à là, tout ce que j'ai écrit, je ne suis pas encore arrivé à la vitesse maximale. Que ça reste le Grand Prix littéraire m'a ralenti un peu, mais je promets au public que nous allons sortir de grandes choses. Nous allons travailler dans le sillage des grands écrivains du Bénin. Je ne veux pas dire que ceux qui sont là sont moins méritants. Ils sont méritants. Est-ce qu'il y a d'autres gens littéraires qui vous tentent, puisque là on est dans le roman et la nouvelle? Mon éditeur est là. Nous sommes en train de finir une pièce de théâtre, une satire politique, qui sera jouée certainement dans les mois de novembre, si tu le permets. Super. Ce ne serait pas un lancement, mais une représentation théâtrale. Très bien. C'est déjà là. Je vous remercie tous. Je vous aime bien. Merci de nous soutenir et vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup. Très bien. On l'applaudit pour vous. On l'applaudit très bien pour lui.